Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du guide Blueness, le guide de l'alimentation et du style de vie idéal pour l'être humain. Dans ce podcast qui est un hors-série du guide Blueness, je voulais revenir avec vous sur les dangers du développement personnel qui promet de nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Sauf qu'à force de chercher à tout optimiser, il est susceptible parfois de nous couper des autres et de nous enfermer dans une quête sans fin de performance. Et tout ça va à l'encontre quelque part des modes de vie méditerranéens et des zones bleues que l'on défend dans le guide Blueness et qui nous rappelle une vérité simple, c'est que l'épanouissement ne se trouve pas dans l'obsession de soi et dans l'atteinte tangible d'objectifs, mais dans un subtil équilibre entre le travail d'un côté pour atteindre les objectifs et de l'autre la communauté, la modération et la joie des petites choses et également de l'imprévu. Alors, certes, le développement personnel, c'est un très bon moyen pour mettre le pied à l'étrier lorsque l'on cherche à atteindre des nouveaux objectifs ou à résoudre certaines problématiques ou à adopter de nouvelles habitudes de vie. Mais c'est également l'un des travers de nos sociétés actuelles. L'injonction de réussite et de dépassement de soi qu'il véhicule, eh bien, ça peut parfois se retourner contre nous et devenir un frein non seulement à l'atteinte des objectifs, mais aussi à l'épanouissement. La thèse défendue dans ce nouveau podcast, elle est paradoxale quelque part par rapport au guide Blueness qui se veut, lui, être un condensé de tout ce qui pourrait nous permettre de mettre toutes les chances de notre côté en termes de longévité. Sauf que l'une des composantes essentielles du style de vie méditerranéen et des zones bleues en général, ce n'est pas que l'optimisation de l'alimentation, quoique de toute façon de leur côté, dans les îles grecques reculées ou les villages du Moyen-Orient où les gens sont censés vivre longtemps et en bonne santé, rien n'a été intellectualisé à ce niveau-là, ce sont juste des pratiques naturelles. Mais disons que ce n'est pas seulement l'alimentation, l'exposition au soleil, l'exposition au froid, le fait de manger de la nourriture, enfin de consommer de la nourriture qui est dense en nutriments, qui va apporter la longévité en santé et faire reculer les maladies, mais c'est aussi l'aspect psychologique de la santé, donc à savoir l'appartenance à une communauté, l'abnégation et le fait de se sentir utile en société et d'avoir un sens aussi bien dans son travail que dans la vie, ou que ce soit dans la vie amicale ou amoureuse ou peu importe. Donc le problème, c'est que quand on se lance dans de nouvelles pratiques qui sont censées nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes, on peut tout simplement finir par devenir la pire version de nous-mêmes pour les autres, et du coup pour nous, parce qu'on ne vit pas que pour nous. En effet, le développement personnel, il rassemble des pratiques qui ont pour objectif d'améliorer la vie, donc que ce soit au niveau professionnel, donc la vie professionnelle ou la vie personnelle. Et le but, c'est d'atteindre une forme de réalisation de soi. Ça peut passer par une nouvelle alimentation, un nouveau style de vie, de nouvelles habitudes. Alors tout ça, c'est très bien. Parce que l'objectif, c'est de remettre de la discipline dans un océan un peu d'oisiveté, de distraction et de contradiction. Mais la limite, c'est que ces pratiques qui nécessitent souvent d'être centrées sur soi, dans une course effrénée à l'efficacité et à la performance, eh bien, ces pratiques cette course finalement à la performance n'est quelque part jamais satisfaite. Et ce qui est un souhait se transforme parfois en injonction et en obligation avec un objectif qui ne nous satisfait finalement jamais. Et c'est là que le bas blesse. Donc ça, c'est le premier point, c'est le diktat de la performance. En fait, le développement personnel, à force d'être présenté comme une solution miracle, il devient vite une norme implicite. Donc il ne s'agit plus seulement de progresser, mais de progresser sans cesse. Toujours être plus efficace, plus discipliné, plus productif, plus positif, jusqu'à perdre le sens de tout ça. Or, les populations méditerranéennes ou celles des zones bleues, elles n'ont pas cette obsession. Elles vivent juste, tout simplement, avec des habitudes globalement saines, mais sans transformer leur existence en tableau Excel d'objectifs à cocher, ou en un nombre de pas à réaliser, ou en nombre de douches froides à faire, ou en nombre de séances de sport à faire. Ensuite, le deuxième point, c'est l'addiction au développement personnel, notamment via le passage par la lune de miel. Alors au départ, lorsqu'on met en place une nouvelle pratique qui fonctionne,
ça peut vite devenir addictif. On entre dans une phase euphorique où on a l'impression que tout est possible. On se dit, cette fois, j'ai trouvé la clé. C'est ce qu'on peut appeler donc la lune de miel du développement personnel. C'est par exemple le cas lorsqu'on démarre une diète low carb, et une fois qu'on s'adapte aux cétones et aux graisses, on a une énergie qui est à son comble, nos hormones reprennent du service, le métabolisme remonte si on fait les choses bien, la libido revient et on sent une vitalité débordante que plus rien ne peut arrêter. Du coup, on pense avoir trouvé la poule aux œufs d'or. Sauf que l'être humain, il est ainsi fait qu'il finit toujours par s'habituer aux bonnes choses, et au bout d'un moment, ça ne suffit plus pour être comblé. Et quand l'enthousiasme retombe, on cherche de nouvelles méthodes, de nouveaux mentors, un nouveau rituel. Et c'est sans fin. L'instinct de survie, ça nous entraîne généralement à nous fixer de nouveaux objectifs pour être comblés et trouver du sens. Et ça, c'est une très bonne chose. Et on peut s'y atteler, mais sans non plus tomber dans l'excès, être prisonnier de cette dynamique, parce qu'on risquerait d'être déçu. Parce que dès qu'on a atteint un objectif, on peut ressentir une sensation de vide. Et les nouveaux objectifs à atteindre, c'est très bien, mais il faut également se contenter du chemin pour y parvenir. Donc ça, on va y revenir. Et du coup, des plaisirs simples qui viennent de temps en temps se mettre au milieu de nos objectifs et qui sont très bien, qui sont très bons à prendre. Donc le but, ce n'est pas que de chercher la performance, c'est de se rappeler que le bonheur, ce n'est pas forcément l'objectif, c'est déjà de ne pas vivre le malheur, c'est déjà de ne pas rencontrer un malheur. Ensuite, les nouveaux objectifs qui sont relatifs à ce qu'on souhaite au plus profond de nous, ces nouveaux objectifs, ils doivent être relatifs à ça, à ce qu'on veut vraiment, et pas à ce que le développement personnel et la doxa nous imposent. Donc généralement les réseaux sociaux, le diktat de la performance, l'injonction au bonheur. Et le problème, c'est qu'on voit sur les réseaux sociaux beaucoup trop de contenu, et l'algorithme y est pour beaucoup trop de contenu qui nous enjoint finalement à toujours se mettre à jour sur le dernier complément à prendre, la dernière pratique sportive à faire, la dernière bonne pratique de style de vie à faire, à apprivoiser, à adopter, comme par exemple le fait de s'exposer au froid, le fait de ensuite faire du sauna, le fait de devoir faire des séances de sport, puis finalement du cardio, puis finalement atteindre un certain nombre de pas chaque jour. Tout ça, ça finit par être finalement contre-productif et par rendre l'adoption de ces nouvelles pratiques, ça finit par en faire une névrose quelque part. Ensuite, lorsqu'on réalise ce qu'on a envie de faire via le développement personnel, c'est important de réfléchir à ce qu'on souhaite vraiment faire et de ne pas suivre uniquement les gourous qui nous disent quoi faire. Donc les influenceurs, les nouvelles pratiques à la mode qui sont imposées soit par la littérature, soit par les réseaux sociaux. Et comme toute industrie, ces livres, ces réseaux sociaux, ces influenceurs, ils ont derrière un projet lucratif qui a pour but de vendre un produit, un livre, un service, une formation, un coaching. Alors c'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut juste garder ça à l'esprit pour pouvoir rester à la fois alerte et objectif et mesurer dans ce qu'on est en train de faire pour ne pas sombrer dans la surenchère. Ensuite, l'un des autres travers du développement personnel, c'est qu'il peut nous empêcher parfois de vivre les meilleurs moments de notre vie qui sont souvent les plus simples et les plus inattendus. Et c'est ce que j'ai appelé finalement la suroptimisation contre-productive versus les imprévus prémédités qui sont bénéfiques. Et je parle bien d'imprévus prémédités, donc le fait de se laisser un espace pour l'imprévu. Quand on cherche à tout planifier, tout rationaliser, tout optimiser, on en vient à étouffer la spontanéité. Et pourtant, c'est souvent dans l'imprévu, dans le désordre apparent, voire dans le chaos parfois, que surgissent les plus belles opportunités. Par exemple, une rencontre inattendue, un repas improvisé, une soirée prolongée, un moment hors du temps. Ça peut être quelque chose de purement amical, ça peut être un coup de foudre, une relation amoureuse, une histoire d'un soir, peu importe. Et c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué dans le guide Blueness et qui peut s'appliquer à divers domaines. En économie, par exemple,
L'optimisation qui permet de réaliser des économies d'échelle est une bonne chose en soi. Mais lorsqu'il y a suroptimisation, eh bien ça nous expose à des risques. Par exemple, le manque d'innovation, parce qu'on a tellement suroptimisé qu'on ne fait plus attention à ce qui pourrait venir, disons, amoindrir, enfin, à ce qui pourrait venir entacher la productivité par l'innovation. Et du coup, on se fait doubler par quelqu'un qui va être beaucoup plus innovant, plus disruptif, parce qu'il va se laisser un espace pour être innovant, quitte à un peu amoindrir sa productivité. L'autre exemple, par exemple, c'est la délocalisation des compétences qui est induite par une suroptimisation et qui finit par nous faire perdre les compétences qu'on avait et par faire fuir nos cerveaux vers d'autres régions. Si on reprend le concept d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb, un système antifragile va bénéficier du stress, de la volatilité et du désordre. Il se renforce donc quand il est exposé à des chocs ou à l'incertitude. Dans le domaine de l'alimentation, par exemple, on l'avait déjà vu dans le guide Blueness, il y a certains composés végétaux comme les polyphénols qui ont en quelque sorte un effet similaire. Lorsqu'ils sont consommés à petite dose par des personnes en bonne santé, ils stimulent les mécanismes de défense de l'organisme, ce qui renforce ainsi sa résilience. Or, en optimisant son agenda, donc là on revient au style de vie, en voulant toujours être au bon endroit, au bon moment, on ne se rend pas disponible pour les petits bonheurs du quotidien, et on passe même parfois à côté du grand amour, si on veut parler d'amour, qui se trouve souvent plus à la boulangerie du coin que dans un cours de yoga ou dans la dernière soirée à la mode où il faut absolument aller. Et là, l'exemple du grand amour, c'est un indicateur pour expliquer que lorsque l'on suroptimise, on a tendance à parfois passer à côté de l'histoire que l'on cherchait. Dans les cultures méditerranéennes, l'imprévu, ça n'est pas un accident, c'est une composante de la vie. On sait accueillir un invité surprise sans forcément planifier la chose. On sait transformer un détour en fête. On sait accepter que tout ne soit pas sous contrôle. Je vous donne un exemple dans le contenu écrit de ce podcast sur blueness.com avec la chanson qui est l'une des plus belles chansons du monde, qui est Sad-Eyed Lady of the Lowlands de Bob Dylan, qui a été enregistrée en une seule et unique prise tard dans la nuit. Les musiciens ne savaient pas quand le morceau se terminerait et après chaque refrain, ils font régulièrement monter l'orchestration en puissance à la fin de chaque strophe, plutôt avant chaque refrain, ce qui donne à l'ensemble de la succession de strophes un sentiment de tension suivi de moments de calme, et le tout dans un phrasé hallucinatoire. Donc l'idée, c'est pas de faire la promotion de produits qui pourraient pirater la créativité de certains artistes, parce qu'il était probable qu'à ce moment-là, Bob Dylan ait été quelque peu piraté, mais ce morceau n'aurait probablement pas vu le jour tel qu'on le connaît aujourd'hui si le chanteur n'avait pas été dans un état méditatif et qu'il avait briefé son équipe avant. Et il se trouve que dans ce cas précis, il n'avait pas briefé les musiciens, ce qui explique la magie autour de cette chanson. Or, l'hygiénisme 2.0, c'est-à-dire l'excès d'hygiénisme actuel qui est imposé un peu par les gourous, les influenceurs et même les chercheurs et les médecins 2.0 qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui nous invitent à tout le temps faire attention à tel ou tel apport en nutriments, à tel ou tel sucre à éviter ou à telle ou telle alimentation à adopter ou à telle ou telle pratique sportive à absolument intégrer dans le style de vie, eh bien cet hygiénisme 2.0, il est susceptible non seulement de nous empêcher, de nous empêcher d'avoir notre espace de liberté et donc d'imprévu, et surtout, pour celles et ceux qui ont besoin de développer leur créativité, eh bien, il n'est pas propice à la créativité et au génie. En effet, lorsque l'on s'impose un rythme de vie circadien qui est imposé de façon donc rigoriste, avec des recommandations qui nous enjoignent à avoir une hygiène de vie irréprochable, eh bien, souvent, on peut se poser la question de est-ce que ces pratiques hyper rigides sont compatibles avec des moments que l'on pourrait qualifier comme des moments insaisissables de bonheur, des régalades entre amis,
des amours d'été ou des rares moments de génie créatif pour ceux qui sont artistes, par exemple, mais aussi pour les entrepreneurs qui ont besoin d'avoir de la liberté au niveau créatif, ou tout simplement pour des projets personnels, associatifs, pour des projets de décoration d'appartements, peu importe. Cet hygiénisme 2.0 peut venir brider la créativité parce que la créativité, parfois, peut venir du chaos et du désordre, de l'imprévu, de la nuit blanche ou encore de la soirée un peu prolongée. Donc finalement, tout ça nous amène au troisième point qui est que la suroptimisation peut parfois s'avérer néfaste. Donc les douches froides, alors justement, non seulement la suroptimisation peut fragiliser le système, c'est-à-dire qu'il va nous empêcher, nous en tant qu'êtres humains, d'être créatifs parfois, cette suroptimisation va nous empêcher d'être créatifs, mais en plus elle peut même devenir néfaste, donc c'est il me semble le quatrième point, après le diktat de la performance, l'addiction de départ au développement personnel, la suroptimisation qui s'aborde finalement l'imprévu bénéfique. Et enfin, cette suroptimisation peut même devenir néfaste parce qu'elle va nous fatiguer. Et là, ça nous amène du coup à la pratique sportive ou également au surrénal et au cortisol et au stress. C'est qu'à la base, la suroptimisation, elle a pour objectif justement, en tout cas d'après les gourous du web, de nous déstresser, de faire baisser notre cortisol, d'améliorer notre longévité, de se brancher au rythme circadien, etc. Sauf que les douches froides, la pratique d'un sport, la méditation, l'alimentation saine et tout ça à outrance, c'est des pratiques bénéfiques au départ, mais qui à outrance peuvent devenir nocives lorsqu'on en abuse, parce qu'il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. Et elles vont se poser dans le cas précis où elles se mettent à diriger notre organisme, donc notre navire, à notre place, alors qu'elles devraient être qu'un outil, un gouvernail. Donc d'une part, l'injonction à la réalisation de ces pratiques va nous faire culpabiliser, et ça c'est ce qu'on a vu avant. Ensuite, ça va nous éloigner des atermoiements, des moments de contemplation, des rencontres fortuites et des imprévus. Et on l'a dit, qui sont parfois des clés, qui ouvrent de nouvelles portes, des histoires d'amour, d'amitié, des projets personnels, associatifs, professionnels, créatifs, peu importe. On en a également parlé. Mais surtout, et c'est là le point précis, c'est que cette suroptimisation peut également être tout bonnement contre-productive dans la recherche de l'objectif initial, indépendamment des points qu'on a vus avant, à cause de l'usure, tout simplement. Parce que l'usure va nous empêcher d'atteindre l'objectif. Ce dernier point, il peut s'expliquer hyper simplement par un exemple, c'est la pratique d'un sport. À moins qu'on soit un professionnel, accompagné, d'être doué pour ce sport, d'avoir les capacités pour ça, eh bien, en se surentraînant, sans avoir tout le style de vie du sportif qui va avec, eh bien, on va empêcher notre corps de récupérer et donc on va inévitablement diminuer nos performances dans les séances d'après. Et on va empêcher le corps de récupérer. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi qui peut se voir dans la musique lorsqu'on abuse, par exemple, de l'apprentissage d'un instrument pendant plusieurs heures. On sent que le taux de cortisol commence à monter et qu'on n'est plus efficace dans ce qu'on est en train de faire et que le morceau, on n'arrive plus à le jouer. C'est notamment le cas dans l'apprentissage du piano. Et en laissant 2 jours passer et en revenant sur sa partition, on se rend compte à quel point il peut être beaucoup plus facile, du coup, de dérouler le jeu là où on était bloqué la fois d'avant, tout simplement. Donc, il ne faut pas s'entêter, s'acharner, il ne faut pas user l'organisme. Et d'ailleurs, c'est l'un des piliers si l'on se base d'un point de vue purement évolutionniste et ancestral, c'est un pilier du style de vie ancestral, puisque d'un point de vue ancestral, l'être humain, il a évolué en chassant, donc avec des courtes périodes assez stressantes, en cueillant, mais également en migrant, donc en marchant lentement, longtemps, mais certainement pas en s'entêtant avec des objectifs irréalisables et avec une tonne de pratiques hyper coercitives qui sont hyper fatigantes, que ce soit pour le système nerveux ou que ce soit pour le corps. Encore un troisième exemple qu'on peut citer, c'est le jeûne, tout simplement, qui est bénéfique.
il peut être très bénéfique, hein, si on jeûne une journée par exemple, 2 jours, parfois 3 jours. Mais si on le pousse trop, ça devient totalement contre-productif parce qu'on va perdre du muscle. Et l'objectif, c'est d'épargner au maximum le muscle. Tout d'abord, d'un point de vue purement esthétique, si on veut être totalement superficiel, mais aussi et surtout d'un point de vue longévité. Donc, pour résumer, quand on abuse des douches froides, des courses d'endurance, de la musculation, on finit parfois non seulement seul, mais on peut également s'éloigner de l'objectif visé, sans parler de la névrose que ça peut entraîner lorsque ce genre de disciplines qui sont souvent solitaires, hein, la musculation, les courses d'endurance, le fait de devoir avoir un régime alimentaire hyper coercitif, ça nous éloigne des autres, et bien ça finit par nous faire agir de façon névrosée, plus comme des robots qui sont obnubilés par la poursuite de la pratique, donc par la pratique en elle-même, qui est purement centrée sur soi-même, plutôt que par l'objectif initial de cette pratique, qui était d'être potentiellement en meilleure santé, avec une meilleure énergie, avec une meilleure vitalité et surtout avec un bonheur qui est jugé plus élevé que lors du point de départ. Or, la solitude, elle est très bien, elle peut être très bénéfique, mais comme toute chose, de la même façon que le corps humain est un état d'équilibre, hein, c'est l'homéostasie, et ben de cette même façon-là, le développement personnel et les pratiques qu'on s'impose, à part cas exceptionnel, donc pour reprendre l'exemple du pianiste, donc pianiste de grand talent, à part si vous êtes un génie du piano ou un sportif de haut niveau, encore que, hein, même les sportifs de haut niveau prennent beaucoup de temps pour pour récupérer et même parfois pour s'amuser, et parfois l'amusement va parfois même très loin. Eh bien, à moins d'être dans ces cas extrêmes, ce genre de discipline peut donc être contre-productive pour la santé et parfois même plus la santé cérébrale, la santé pour l'humeur, disons, que pour la santé physique. Ensuite, l'avant-dernier point, pardon, c'est de ne pas confondre l'intensité, qui est une des conditions de la réussite, hein, que ce soit par exemple un projet entrepreneurial ou un projet musical ou peu importe, ou personnel. Hein. Donc il ne faut pas confondre l'intensité, l'une des conditions de la réussite, avec la rigidité. Donc c'est vrai que la réussite, ça demande de l'intensité, de la régularité, le fait d'être déterminé à réaliser l'objectif, mais ça réclame également une forme de déterminisme, donc le fait d'être doué pour l'objectif qu'on s'est fixé. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est vrai, mais l'intensité qui permet la réussite, ça ne signifie pas la rigidité. Et c'est là où le déterminisme est important, c'est que souvent, on est fait pour quelque chose, et du coup, ça nous demande moins d'efforts que notre voisin qui est fait pour autre chose, par exemple. Donc au final, lorsqu'on décide de s'imposer des règles de vie, une alimentation où il n'y aurait plus aucun sucre, plus aucun alcool, plus tel ou tel aliment, où on s'imposerait de ne plus être oisif, de ne plus s'accorder des moments d'atermoiement, eh bien ça c'est de la rigidité. Là où quelqu'un qui est doué pour une pratique, par exemple quelqu'un qui veut exceller, je vais reprendre l'exemple du piano, qui est déjà doué pour la musique, qui a une facilité à la créativité artistique, aura moins besoin de s'imposer un vacarme d'injonctions de développement personnel pour arriver à ses fins dans le milieu artistique. Donc l'intensité, ça n'est pas la rigidité. En fait, la discipline, le fait d'être académique, ça doit être au service de l'objectif qui nous anime et non pas l'inverse. Donc, c'est vrai que dans une certaine mesure, il faut reconnaître que la discipline, ça doit devenir une habitude pour que ça fonctionne sur le long terme. Ça ne doit pas être quelque chose que l'on s'impose, ça doit être une habitude, c'est vrai. Mais, comme dans la plupart des cas, dès qu'une pratique devient stakhanoviste, elle perd son âme et son essence. Au final, l'excès de rigidité, ça transforme l'effort, qui est censé être bénéfique, en prison. Et les rituels que l'on s'impose de façon stricte et sans nuance deviennent les chaînes qu'on cherchait justement à délier. Et comme dans la musique, pour reprendre l'exemple de la musique,
les nuances, les changements de rythme, les libertés prises sur le tempo, eh bien, c'est ce qui rend la musique jolie et pas académique. Eh bien, dans la vie réelle, ces nuances, ces changements de rythme et ces libertés prises, ce sont finalement les reliefs de l'existence. Ce sont ces subtils décalages qui transforment une routine quotidienne hyper monotone, parfois bénéfique, mais quand même hyper monotone, en paysage qui est habité, qui est plein de vie et qui nous ouvre des portes, qui nous permet de faire des rencontres et qui nous permet de nous épanouir pleinement. D'où l'intérêt de savoir doser la discipline qu'on s'impose au début, qui peut être un moteur au départ, mais qui ne doit pas être une raison de vivre. C'est-à-dire que la discipline ne doit pas être l'objectif. La discipline, ça doit être une habitude qui est un moyen de parvenir à l'objectif. Lorsque la raison de vivre, c'est la discipline, c'est là où ça ne va plus. Et ça nous amène au point suivant, c'est de ne pas confondre les moyens mis en place pour atteindre un objectif et l'objectif en lui-même. L'un des moments où le développement personnel peut devenir contre-productif, c'est quand la discipline devient l'objectif et non plus l'outil pour parvenir à cet objectif. En gros, lorsque la discipline nous impose des choses à faire plutôt que de nous aider à accomplir des choses. Si lorsqu'on vous propose, par exemple, un moment social entre amis, eh bien vous préférez systématiquement faire une séance de sport, et je dis bien systématiquement, non pas parce que vous en avez profondément plus envie, quoique même dans ce cas-là ça pourrait se discuter, mais parce que la discipline vous impose de faire cette séance, et alors qu'il ne s'agit pas de votre métier et que vous n'avez aucune compétition à préparer, il est peut-être temps de se poser la question de savoir si le développement personnel n'est pas devenu une prison. Et là, ça peut être intéressant de travailler sur soi, peut-être d'ailleurs avec une dose de développement personnel d'ailleurs, afin de savoir accomplir les choses sans avoir à se les imposer, parce que ça a été écrit quelque part ou que ça a été recommandé par un gourou. Surtout que sur la longueur, c'est très difficile de tenir uniquement sur la base de cette motivation. Et enfin, il est bon de rappeler que le chemin, c'est un bonheur en soi, et que le bonheur n'est pas un objectif qui est tangible, qui est mesurable. Et c'est peut-être le plus grand piège du développement personnel, c'est de faire croire que le bonheur est une destination. Or, toutes les traditions de sagesse, y compris celles des zones bleues, nous rappellent que le bonheur, c'est pas un objectif fini et final, mais un chemin. Ça se vit dans le quotidien, dans les petites choses, dans la qualité des liens, dans l'équilibre, tant que le malheur se tient à distance. Alors en conclusion, au fond, le secret, c'est de savoir mettre de l'eau dans son vin, et pourquoi pas de profiter d'un bon verre de vin en bonne compagnie. Et la modération, la convivialité, le plaisir simple, c'est ce qui fait la différence entre une vie optimisée à l'excès et une vie véritablement épanouie. Et en attendant, si vous souhaitez parsemer votre vie plus ou moins épanouie de bonnes pratiques alimentaires et de style de vie, le tout en bonne intelligence, sans s'imposer de pratiques staccanovistes et hyper rigides, eh bien je vous invite à retrouver tout le contenu du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale, qui peut vous aider à mettre toutes les chances de votre côté afin de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, non pas parce que c'est une fin en soi, mais plutôt parce que c'est un moyen de profiter le plus possible de votre proche et d'être finalement créatif dans vos projets, enthousiaste, curieux et efficace. Et ça, le plus longtemps possible. À très vite dans le prochain contenu du guide Blueness.